Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Certaines trajectoires ne sont pas pensées, elles se vivent. Elles ne suivent pas un plan défini, elles se construisent dans le réel, dans le travail, dans les rencontres et parfois dans une forme d'élan qui va plus vite que les mots. Aujourd'hui, je reçois Laurent Daven. En une dizaine d'années, il est passé de livreur de pizza à dirigeant d'une société qu'il a créée qui réalise environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie des dizaines de personnes et qui structure tout un marché. Mais moi, ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré Laurent, c'est pas ce qu'il fait, c'est la manière dont il le fait. Il le fait sans costume, sans posture, sans se raconter d'histoire. Laurent, il fait partie de ces personnes chez qui les idées vont très vite, très très vite. D'ailleurs, il parle vite, très très vite. Et c'est peut-être un des rares épisodes que vous aurez envie d'écouter en vitesse 0,75 pour laisser le temps aux idées de se poser. Cette conversation, c'est pas le récit d'une réussite, c'est l'exploration d'un chemin parcouru sans costume, façonné par le travail, la confiance accordée aux autres, et je crois une forme de vision sans pression. Bonjour Laurent. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Je sais que c'est pas un exercice facile pour toi, que tu es ravi d'être là pour parler de toi, n'est-ce pas ? Je suis ravi, j'adore cet exercice que de raconter ce que j'ai fait. Écoute, moi je suis très contente parce que quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, je crois, tu nous as présenté un peu ton parcours. Et je dois avouer que, en fait, je suis ressortie de ce moment avec une énergie de dingue. Et ça m'a un peu donné des frissons. Je suis repartie en me disant qu'il y avait tant de choses possibles. Et pourtant, j'ai toujours été entrepreneur. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et je sais qu'il y a beaucoup de choses possibles. Je me limite pas, on va dire. Mais du coup, en fait, je suis ressortie en me disant, mais en fait, je peux pas garder ça pour moi. J'ai envie de le partager avec d'autres. Donc, je suis vraiment très contente qu'on puisse partager ça aujourd'hui. Et juste avant de parler de ce que tu fais, toi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par toi, qui tu es. Je crois que tu as 32 ans. Oui. Tu diriges une entreprise qui est en forte croissance. Et ce qu'on m'a dit de toi, c'était que tu étais quelqu'un qui faisait spontanément confiance, que tu avais... tu faisais pas vraiment partie des personnes qui avaient peur, que tu fonçais parfois tête baissée, on va dire, et que tu pouvais parfois sembler insolent parce que justement, tu n'as peur de rien. Quand tu entends ça, ça te fait quoi ? Alors, faut pas que mon patron entende le mot insolent, sinon il va rigoler. C'est la première chose. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi tu as un patron après. Mais, Oui. ouais. Mais oui, on y va souvent tête baissée sans trop réfléchir. J'ai toujours fait les choses sans trop me rendre compte de ce que j'avais fait. Et quand je me retournais derrière en me disant ah oui, c'est vrai que c'est cool ce qu'on a fait, mais sans trop réfléchir. On a monté un SaaS sans connaître le mot SaaS. Ouais. On a monté une entreprise et au bout de quelques mois, quelques années, on dit ah ouais, c'est vrai que c'est une entreprise. Et c'est après qu'on se retourne et on dit oh, on a fait tout ça en fait. Et des fois, on s'en rend même pas compte et c'est même longtemps après qu'on s'en rend compte. Et t'as jamais été freiné par la peur ? T'as toujours fait les choses comme ça assez spontanément sans, entre guillemets, réfléchir ? Je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, tu réfléchis beaucoup, mais sans en tout cas planifier. J'ai jamais planifié de monter une entreprise. J'ai jamais planifié de devenir manager à droite ou à gauche. J'ai jamais. C'est après, avec le recul, même une fois que c'est fini, je me dis ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, je peux le mettre. J'ai une ligne sur mon CV à rajouter ou quelque chose à raconter. Mais j'ai jamais voulu faire ça. CV, à mon avis, que tu n'utiliseras jamais. J'espère. Ouais. Enfin, je te connais peu, mais ça m'étonnerait. Toi, tu démarres, entre guillemets, très loin des parcours balisés. Ce dont je me souviens, c'est que tu étais livreur de pizza, Oui. sans plan spécifique, ce que tu viens de nous dire d'ailleurs. Avec le recul, qu'est-ce que cette période t'a appris ? Sans t'en rendre compte à l'époque, en fait, qu'est-ce que t'en as tiré pour la suite ? J'ai commencé livreur de pizza pour payer mon premier studio, même pendant les vacances d'été après mon bac, pour payer mon premier studio. J'ai dit à mes parents, je veux partir à la maison. Ils m'ont dit, bah, c'est bien, trouve-toi un travail, commence par ça. Et du coup, j'ai commencé en tant que livreur de pizza, en parallèle de mes études qui étaient un BTS, je ne sais plus quoi.
Ah, t'avais commencé tes études à ce moment-là? J'étais en bac, j'ai commencé l'été après mon bac. Ok. Et du coup, pour continuer, j'avais un BTS et pour payer mon appart, je travaillais le soir après l'école à livrer des pizzas. Et rapidement, je suis passé dans le magasin. Ça tombait bien, c'était le moment où il commençait à faire froid. C'était novembre-décembre. Je suis passé dans le magasin pour pouvoir, je sais plus, c'était prendre les commandes, sortir les pizzas du four, puis faire les pizzas. Puis mon directeur de l'époque, le patron de la pizzeria, est parti en vacances. La manager a fait un accident du travail, plus personne pour tenir la pizzeria. Et du coup, c'est moi qui l'ai tenu pendant une On s'est semaine tourné vers tout toi. seul. Ouais, même pas, c'était juste où il y avait que nous et nous-mêmes. Ouais. Un peu laissé à nous-mêmes. Et du coup, c'est moi qui ai tenu la pizzeria pendant, je sais plus, une semaine, 2 semaines. Et puis quand on est venu, il m'a dit, ah, c'est pas mal. Et du coup, je suis passé manager dans cette pizzeria. Ok. Voilà. Ça t'a appris quoi? Ça t'a appris justement. Alors, à cette période-là, en tout cas, c'était déjà la valeur travail qui était très forte. Ouais, j'ai toujours travaillé, toujours, tous les étés, j'ai toujours travaillé pour le coup. Je me suis jamais trop posé de questions là-dessus. Je sais pas ce que ça m'a appris le management. On donne pas des ordres sans dire s'il te plaît et sans raison. Mm. J'ai pris ma première droite à 18 ans de quelqu'un avec qui je Ah, ok. manageais. Ça, j'étais un copain, mais c'était un copain on se connaissait. Donc forcément, quand je lui dis, bah écoute, on va faire ça et moi je prends une pause, bah ça marche pas. Mais bon, on apprend, ça m'a vite appris comment il fallait faire, en tout cas Ok. comment il fallait pas faire. Parce que qu'est-ce que t'avais fait là pour prendre une droite? Parce qu'il faut y aller quand même, Bon, même si c'était un pote. le monsieur était un peu nerveux à l'époque, Ouais. mais l'idée c'était, je sais plus, je lui ai dit, il faut nettoyer la pizzeria, passer un coup de balai dans le restaurant. Et puis j'étais parti prendre une pause, faire autre chose, quoi. Clairement, Ok. voilà. C'était un samedi soir, il était 23 h, tout le monde était fatigué. La réaction n'était pas proportionnée, mais ça apprend. T'as retenu quoi? Qu'il fallait toujours rester modèle? Ouais, le management par l'exemple, je pense. Ouais. Si on demande à quelqu'un de faire quelque chose, on doit, un, savoir le faire, et de deux, savoir lui montrer comment le faire. Parce qu'on peut pas toujours le faire, mais au mieux qu'on puisse. En tout cas, tu peux pas donner à quelqu'un à dire à quelqu'un, travaille toute la nuit, on est en retard là-dessus, si toi-même, tu peux pas venir lui filer un coup de main pendant la nuit. Ouais. Moi, je pense aussi que pour manager quelqu'un, il faut avoir fait ce que tu lui transmets. Alors après, il y a aussi des sujets sur lesquels c'est pas possible. Tu vois, typiquement, moi, chez 16 mai, je manage des facialistes. En fait, je ne sais pas faire un massage du visage. Après, dans tout ce qu'il est possible d'explorer, je partage ce truc-là. Tu vois, je trouve que... D'ailleurs, tu manages mieux les gens quand tu as compris quelles étaient leurs contraintes, quels étaient les enjeux de leur sujet, quoi. Enfin, je pense. Au moins avoir leur logique, au moins Ouais, comprendre ce qu'il en est. Aujourd'hui, je sais plus faire de dev au niveau que les devs font. Pour autant, j'ai toujours la logique, je suis toujours capable de challenger de, par quel chemin on peut y aller. ok. J'ai pas forcément raison, mais je peux poser la bonne question. Ouais, Et je pense que c'est l'essentiel de bien comprendre ce que chacun fait. ouais. Parce que sinon, on a juste l'impression qu'il avance pas, ou qu'il fait mal, ou qu'il fait pas, ou on prend l'avis de quelqu'un d'autre qui dit, ah, lui, il fait mal. Oui, mais si tu ne sais pas ce qu'il fait vraiment, tu peux pas vraiment Juger. juger. Ouais. Et après cette expérience-là, tu as basculé de mémoire dans une boulangerie avec t'as managé une grosse équipe en étant quand même assez jeune. Enfin, est-ce que tu peux me parler un peu de ce moment-là et de ce que ça t'a aussi, dans ce contexte, je crois, de pression quand même, appris d'un point de vue managérial? Parce que moi, le sentiment, c'est que tu as appris à manager sans savoir que c'était du management, quoi. Mm. Enfin, J'étais dans le grand bain. Entre-temps, j'ai monté une entreprise avec mon patron de la pizzeria. ok. On livrait de l'alcool à domicile la Ah oui, nuit. c'est vrai, j'ai oublié ça. J'avais 20 ans, 19-20 ans. Et quand on a 19-20 ans, on fait des soirées avec ses copains le samedi soir. Et on a généralement plus d'alcool. J'ai peut-être dans le Beaujolais. Et donc on a monté une boîte de livraison d'alcool à domicile. Et on livrait de 23 h à 5 h du matin le week-end. Et de, je sais plus, 23 h à 2 h du matin la semaine. Donc je faisais ça en parallèle de mon job et de mes études. Voilà, c'est-à-dire que là, tu avais tes études, Mm. un job, une boîte. Mm. Ok, En parallèle. ok. Ouais. Et tu dormais à un moment donné ou... Je travaille en coupure. Pour le coup, demander ce que ça a pris la restauration, je pense la force de travail. Ouais. Tu travailles, tu commences à 9 h du matin, tu vas à métro ou à X ou Y, te réapprovisionner, tu fais ton service du midi, ensuite tu fais ton administratif ou tu dors, puis tu reprends à 18 h, puis tu enchaînes jusqu'à 23 h, tu nettoies tout. À 23 h, tu commences la livraison d'alcool. Le week-end, tu dors pas vraiment parce que tu as des livraisons tout le temps. La semaine, tu fais en coupure, donc tu dors une demi-heure, tu repars à la livraison, etc. Puis à 8 h du matin, bah, tu retournes à l'école quand c'est l'école, ou sinon bah, ça recommence son classique 5, 6, 7 jours sur 7. Ouais. Et dans une période de vie où généralement on fait un peu la fête et on profite, ça n'a jamais été un sujet. Enfin, c'est pas un truc qui te manquait, il n'y avait pas de frustration. Je Tu rejoignais, pensais même pas? même pas, entre les livraisons d'alcool, je rejoignais mes copains qui étaient à une soirée ou qui. Non, Ok. j'ai
j'ai toujours réussi à avoir. Je dormais pas beaucoup, je pense. Donc ça pouvait aider. Mais Ouais. j'ai toujours eu une belle vie sociale à côté. Ouais, ok. Non, ça n'a pas manqué, je pense. Au Et donc, contraire. cette boîte-là, vous en avez fait quoi? La pizzeria a fermé, a été placée en liquidation parce qu'un concurrent a ouvert et a retiré 50% du chiffre d'affaires qu'il y avait. Ok. Un concurrent direct qui ouvre à 100 mètres, tu divises par de ton chiffre, Ouais. ça a fermé. Et donc j'ai maintenu cette livraison, cette boîte quelques semaines, quelques mois, puis on l'a juste fermé. Ok. Ça, parce que je savais même pas ce que c'était le M&A, je savais même pas qu'on pouvait vendre une boîte à quelque chose près. Du coup, en soi, je pense me souvenir avoir mis sur le bon coin boîte de livraison d'alcool à vendre 2000 euros, quoi. Ça devait à Ok. peu près s'arrêter à ça. Enfin, finalement, tu vends pas grand chose. Tu vends un logo, un numéro de téléphone, un site web, un référencement. T'avais quand même de la fidélité dans tes clients? J'avais souvent c'était fou parce que Ça a de la valeur. les gars recommandaient toutes les semaines la même chose et Ouais. des fois on allait faire des courses, je sais pas, on allait acheter 10 bouteilles de whisky et on savait que c'était ces gars-là qui allaient nous écouler ça pendant la semaine. On disait, mais en fait, juste, Va allez, faire tes courses. c'est ça. Et il y a même qui commençaient à nous appeler à 18, 19, 20 heures le samedi. Le magasin était encore ouvert, mais juste, voilà, ils commandaient parce qu'ils étaient posés à droite ou à gauche et du coup, ils disaient, ah, ce serait plus simple de commander, de payer 2 fois la bouteille. Donc on achetait une bouteille à 10 euros le vendredi à 18 heures et on leur vendait 30 euros à 2 heures du matin. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, tu n'avais pas conscience que typiquement une récurrence, enfin une fidélité sur des clients, ça a une valeur parce que là, pour le coup, c'est un chiffre d'affaires assuré, quoi. Tu rachètes une boîte sur laquelle tu sais que ça va quand même en partie tourner. Ouais, la seule chose qu'on a fait pour que ça marche, entre guillemets, parce qu'on a réussi à avoir des commandes dès le début, c'était, on avait imprimé, je sais pas, 40 000 fly, et on a passé 4 samedis à poser des fly sur les voitures de la gare et des centres commerciaux. Ok. Dans les villes aux alentours, en un mois, on a coulé 40 000 fly, et la deuxième chose qu'on faisait, c'était des pubs Facebook ciblées sur où on était, sur le bon âge, sur la bonne localisation. On n'a pas dû mettre grand-chose, parce qu'à l'époque, ça valait pas grand-chose. Ouais. Et on a réussi à avoir tous nos premiers clients comme ça. Tu faisais quoi comme chiffre, tu te souviens? J'en sais rien. On devait faire. J'en sais rien. Si on faisait une année complète, on devait faire peut-être 100 000 euros, quelque chose comme ça. Ok. Mais Ouais, en fait, mais en side project, c'est pas mal quand même. 100 000 euros, t'avais aucun frais, à part Ouais. ton essence, ton TPE. Et donc, tu faisais 70% de marge. Donc, oui, c'était Oui. cool. Ouais, c'était un point, clairement. Ouais, ok. Et donc là, donc pizzeria terminée. Cette boîte-là, tu te dis en fait, on arrête. Ouais. Et tu bascules dans une autre boîte dans laquelle tu as pas mal managé aussi. Ouais, dans une chaîne de boulangerie, française, où j'étais projeté dans le troisième plus gros restaurant de France, boulangerie de France, à 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ça va être ça, 20, même moins. J'ai commencé ouais, c'est ça, à 21, 22 ans. Et où je me suis retrouvé avec 30 personnes qui avaient, pour certains, deux fois mon âge, ou un minimum 20 ans d'expérience dans cette chaîne. Et je me suis balancé là-dedans, au milieu de tout le monde, à prendre un poste qui ne m'était pas dû, je pense, qui était trop gros pour Parce que moi. tu es arrivé direct en management de ces 30 personnes? Ouais, Ok. qui était trop gros pour moi, je pense, qui n'était pas adapté. En tout cas, peut-être ce poste-là, mais dans quelque chose de beaucoup plus petit, pour monter les différents échelons, mais qui n'était pas adapté ni à moi, ni où j'en étais, ni à ce que j'allais faire. C'est toi qui as postulé? Oui, mais en fait, c'est un poste de responsable adjoint, mais tu peux très bien finir dans celle qui fait, je sais pas, 1 million à l'année, comme dans celle qui fait 10 millions à l'année. Ouais. Et c'est eux qui choisissent où ils placent en fonction des besoins. Parce qu'attends, une boulangerie qui fait 10 millions à l'année, c'est c'est- combien de clients par jour? Plusieurs milliers, c'est Paul, Brioche Dorée, enfin celle qui, c'est Ouais. tous ces magasins-là, ouais. Et donc 30 personnes, et donc tu postules sans te rendre compte en fait que tu vas devoir manager ces gens. Et pourquoi tu dis que c'était pas fait pour toi? Bah, j'aurais pu en fait être dans une boulangerie qui fait 10 fois moins de chiffre d'affaires et où tu as 6 personnes à encadrer et que ça se passe bien, ça je savais faire. La pizzeria, on était une dizaine, douzaine, c'était ok. Mais là, tu arrives dans un endroit où tu connais ni les process, il y a des process, c'est une chaîne, tu connais pas la carte, tu connais pas les fonctionnements, tu connais rien de tout ça. Et t'es poussé là-dedans en disant, bah voilà, tu as 30 jours pour prendre ton poste en gros, et puis ça de rouler. Et ça a été compliqué, ça a été 6 à 12 mois très compliqué. Moi, tu peux me parler un peu des méthodes de management que tu as appris là? Parce que ça m'a marqué quand même, ce que tu nous avais partagé. Je sais plus laquelle j'avais partagé. Tu nous avais partagé en fait que le signe que vous n'étiez pas assez efficace, c'était Ouais. la queue Ouais. Il y avait un concurrent qui est juste à côté, qui est plus petit et qui est moins connu.
Et du moment qu'il y avait ton service du midi, ton rush du midi, donc du moment qu'il y avait la queue chez eux, c'est que chez toi, ton rush, t'as pas géré ton rush correctement. C'est-à-dire que tu n'avais pas mis les bonnes personnes, tu n'avais pas fait assez de réassortiment, tu n'avais pas fait quelque chose correctement. Parce que s'il y a la queue à côté, ça veut dire que tu as trop de queue chez toi, donc ça avance pas assez vite. C'est ça. Et comment tu faisais en sorte que ça avance plus vite? C'est ça. La façon de faire pour s'avancer plus vite, c'est que tu te mettais en doublure sur une caisse avec un vendeur ou une vendeuse, et tu fais du bruit. Madame, qu'est-ce que je vous sers, etc. Et avec ça, la formule. Et tu parles très fort. Tu parles fort. Les vendeurs à côté sont obligés de parler plus fort pour pouvoir s'entendre et entendre leurs clients. Ça stresse un peu le client et ça fait que quand il arrive devant toi à la caisse, il sait exactement ce que tu veux. Et en 30-40 secondes, tu l'as donné son sandwich, sa boisson, son dessert et il est reparti. Tu stresses le client pour le servir plus rapidement. Tu Tu le stresses aussi ton équipe, non? Ouais, tu fais du bruit, tu crées du mouvement. Et quand tu crées du mouvement, c'est comme quand tu cours. Quand quelqu'un court à côté de toi, tu vas aller à la même vitesse que tu vas aller un peu plus vite Mm. que si tu étais toute seule. Donc c'est le même principe. C'est comme il y a du bruit, il y a de l'émulation, tout le Mm. monde fait du bruit. Dans ce cas-là, ça fait accélérer tout le monde. Et ça, typiquement, tu l'as testé ou clairement c'était, on te l'a transmis. On On t'a me dit l'a en gros, transmis, ouais. on me l'a montré comment le faire. Et effectivement, ça avance plus vite. T'en gardes quoi de ça dans tes bureaux aujourd'hui? On demande aux SDR, donc ceux qui font de la prospection, de faire du bruit. Ouais. On veut les entendre parler fort, on veut pas qu'ils chuchotent parce qu'ils vont déranger l'équipe marketing qui est dans le silence. Dans le silence, tu vas dans une autre salle, tu mets des écouteurs, tu fais autre chose. Mais si tu crées du bruit, tu crées de l'émulsion, c'est un peu dans, je sais plus quel film, là, même la bourse, ils sont là, ils tirent la cloche, ils font ci, ils font ça. Mm. Ça crée une émulsion. Et donc s'il y a du bruit, si on voit que ceux qui font de la prospection, qui ont le job le plus dur, sont en train de faire du bruit et de s'amuser, et en plus d'avoir des victoires, en théorie, tout le monde va gagner et avoir des victoires en même temps à côté. Ok. Et est-ce que ça colle à tout le monde? Tu vois, moi, j'ai souvenir d'un mec, pareil, qui suggérait. Alors, c'est pas moi qui l'ai vécu, hein, c'est une connaissance qui me disait en gros, quand tu allais choper un contrat, tu devais sortir dans le couloir et hurler. Hurler, quoi. J'ai entendu Et des musiques aussi. enfin, pour le coup, son boss, je le citerai pas forcément là, mais je le connaissais, donc ça me surprend pas du tout de sa part. J'avais juste pas le truc en tête en étant à l'extérieur. Et tu vois, lui il me disait, bah ok, très bien, mais alors tu le fais un peu, mais t'es pas toujours hyper à l'aise en fait. Enfin, on te pousse dans un truc qui te convient pas forcément, quoi. Le but, c'est pas forcément d'aller sonner la cloche ou d'aller crier, c'est plus de ne pas se gêner à faire du bruit. Quand ils appellent, j'ai des SDR, des fois ils appellent parce qu'on leur a Des dit de quoi, faire tu m'as dit? des SDR, SDR. donc Sales Development Représentative de Ok, prospection. d'accord. Ils prennent leur téléphone et ils appellent Mm. toute la journée. Ok, Et c'est un job qui est dur. ouais. Parce que tu passes 8 heures par jour à appeler, à prendre des bâches. Pour 8 heures passer au téléphone, tu as 20, 30, 40 personnes à qui tu vas parler. 10 où tu vas pouvoir argumenter et 4 avec qui tu as convenu un rendez-vous. Donc c'est un taf qui est dur, qui est compliqué. Et du coup, si en plus de ça, on te dit de chuchoter, d'être discret, Mm. de ne pas faire trop de bruit, de ne pas aller trop fort, et que tu arrives au téléphone en disant bonjour madame, désolé de vous déranger, ça marche pas. Donc oui, on leur demande de faire du bruit. Est-ce que c'est lié à ça? Je pense que déjà dans leur métier, il faut faire ça. Est-ce que c'est lié à mon historique là-dessus? En tout Bah, cas, en tout cas, t'as ancré que faire du bruit n'était pas un problème, non. mais En que tout, c'était plutôt stimulant. en tout cas, dans leur job, ensemble, ça les stimule ensemble. Mm. Parce que si ton voisin à côté, tu l'entends tout le temps au téléphone, tu vas vouloir toi aussi être tout le temps au téléphone, théoriquement. Donc, ouais. Et Je pense que la chose que j'ai gardée, c'est ouais. le fait de délivrer rapidement. Quand tu es en rush, tu as 2 heures, 3 heures pour pouvoir réussir ton service ou pas. Euh, et t'as pas tellement le choix. Si tu te plantes entre midi et 13h30, tu as planté 70% de ton chiffre d'affaires. Et on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros certains jours. Donc Ouais. t'as pas tellement le choix, tu as 40 personnes en face. Donc tu dois être hyper bien organisé, tu dois avoir préparé tout ce que tu dois préparer. Au moment où le rush commence, plus personne ne parle. En tout cas, c'est plus le moment de discuter, de dire il m'a dit ça, il m'a pas fait ça, ou ça c'est mal fait. C'est juste un tout droit en équipe. Et s'il y a un petit caillou dans l'engrenage, tu peux être sûr que ça, c'est pas juste un petit caillou, c'est plein de choses qui vont découler à une image, un truc très bête. Et si t'as pas recommandé tes tartelettes framboises correctement, et que donc la cuisine n'est pas prévenue, et donc en cuisine, le cuisinier s'énerve en disant ils m'ont pas prévenu, donc il y va en retard, donc ils se prennent la tête en cuisine, donc en fait tu vas faire moins de ventes, donc en fait les vendeurs vont dire ah ben j'ai plus de quoi vendre, et donc en fait c'est tout un engrenage qui va derrière L'effet arriver, papillon, quoi. c'est ça, Mm. et c'est juste à la base des tartelettes framboises, donc on peut le voir on peut l'appliquer dans plein de sujets. Du moment qu'on part en rush, par exemple, je sais pas, Q4 c'est généralement la grosse période pour tout le monde, tu prépares ton Q4 en fait pendant l'été, et tu arrives au 1er septembre, c'est un tout droit, il n'y a plus personne qui doit être à se poser des questions, ou à pas savoir ce qu'il doit faire, ou pas être content parce que lui ou lui n'a pas fait ça correctement. C'est juste tout droit,
et on regardera quand on arrivera au 20 décembre où on en est. Mm. Si tout le monde hésitait. C'est quand même, j'imagine, manager aussi des équipes qui sont pas forcément faciles à manager. Je me trompe peut-être, mais peut-être des étudiants, et comme tu dis, des gens qui ont 2 fois ton âge. Enfin, Mm. comment tu gères ce truc-là? J'ai une expression pour ça, je vais l'adoucir. Mais Ne l'adoucis pas. tu travailles avec des gens pas faciles, tu travailles pour des gens pas faciles, et tu sers des gens pas faciles. Voilà. Enfin, attends, tes clients, tu les presses, donc forcément qu'ils sont pas faciles à la fin. On nous a déjà jeté des cafés à la figure, on nous a déjà jeté des verres d'eau, on nous a déjà insulté, j'ai des vendeuses qui se faisaient harceler. Donc, on a quand même, il y a des clients qu'on presse un peu le rush du midi, c'est des cadres dynamiques qui travaillent et c'est simple. On a le reste du temps, c'est quand même pas la même chose, pas le même type de clientèle. Dans des centres commerciaux, c'est encore plus compliqué parce que tu vois pas la lumière du jour. Les clients sont eux-mêmes déjà pressés et pas forcément très polis. Euh, ouais. T'as aimé? Parce que c'était quand même une période difficile. Mm. T'as aimé? Les 6 premiers mois étaient très compliqués parce que tu sais pas où t'en es, tu sais pas si tu vas y arriver. Et du moment qu'on m'a dit que j'allais pas y arriver, à partir de là, j'ai eu une libération et j'ai dit jamais tu mettras dehors et je vais y arriver. Donc en fait, toi, quand on te pique, ça te fait démarrer, quoi. Ouais, il y avait une partie d'ego et il y avait une partie de pas vouloir lui donner raison. Pas forcément moi avoir raison, mais de dire comment il me l'a présenté et comment il m'a dit que j'allais être mauvais et que j'allais pas réussir. Lui donner raison, c'était de dire que son type de management, sa façon de faire et ce qu'il avait dit était normal. Et il y avait une partie de ça, plus que de l'ego, c'est de dire tu peux pas dire ça, et en plus de ça, je vais te montrer que t'as tort. Et ce gars-là, je me suis retrouvé à retravailler dans un magasin avec lui 1 an et demi après. Ah, t'étais vraiment mon meilleur élément. Ah, heureusement que t'étais là. Ah, c'est super. Il avait retourné sa veste complètement, mais il avait tort. Et ça me plaît. Hmm. Mais il avait peut-être pas retourné sa veste, c'est juste que lui, sa façon de te manager, c'était peut-être de continuer à te piquer. Je pense pas qu'il avait la maturité Ouais, managériale de ça. ok. C'était, pour le coup, c'était, Et je suis pas sûre non plus que ce soit une bonne façon de manager, hein, non, mais c'était du pur sérail de la restauration et on n'avait pas cette intelligence managériale là, je hmm, pense, sincèrement. ok. Ça aurait pu être une méthode et ça pourrait marcher. Je sais pas si ça marcherait vraiment. Je suis pas sûre que ce soit très sain, hein, en Non, réalité, mais je suis même limite sûre ça que ça le soit marcherait pas parce trop. Mais que c'était même pas de l'ego. Ouais, je pense que c'était moins de l'ego que vraiment lui dire tu peux pas avoir raison là-dessus et je peux. Au mieux, ce que je m'étais dit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi. Je suis devenu son meilleur élément euh, et je suis parti. t'avais besoin de te prouver des trucs? Probablement, on a toujours besoin, je Ouais, pense, de se prouver ouais. des choses. Mais oui, je pense. Même mes parents, leur dire j'arrête mes études, je vais faire de la restauration, je vais vendre des sandwichs. Oui, parce Ça, qu'au passage, t'as arrêté tes études. ouais. Et je les ai reprises en parallèle. Justement, la dernière année où j'étais là-bas, je leur ai dit je pars, parce que je reprends mes études. En fait, ils m'ont dit tu peux pas passer directeur, tu es notre plus jeune à ce poste-là. Et si tu veux passer directeur, tu vas attendre 5 ans, 6 ans. Et je leur ai dit je vais pas attendre. Ou si j'attends, je reprends mes études. Donc on a dealé que je reprenais mes études pendant 1 an pour avoir une licence. Et mais que je devais rester 2 ans après pour continuer. Et en fait, j'ai fait ma licence et je suis parti. Ok. Tu peux me raconter, avant qu'on creuse d'autres sujets, mais parce que moi, ce que je trouve quand même fou, c'est ces expériences-là et là où tu en es aujourd'hui, enfin, et de manière quand même très rapide. Est-ce que tu peux justement nous faire un petit brief là ensuite de ce qui s'est passé professionnellement et de là où tu en es? Ouais, ça, c'est drôle. Le patron que j'avais à la pizzeria, il est pas bien plus vieux que moi, mais pareil, il avait une grande maturité pour l'âge qu'il avait et quand il tenait une pizzeria. Il avait 3 ans, 4 ans plus que moi. Et il tenait une pizzeria tout seul. Enfin bref, c'était cool. Et quand la pizzeria est fermée, il est parti en faire autre chose. Moi, je suis parti du coup dans cette autre boulangerie. Et lui est parti dans un cabinet de conseil. Et quand j'étais à la restauration, il est venu me voir, il me dit bon, c'est bon, la restauration, on passe à autre chose, avance. Et moi, ça me faisait vibrer. Et c'est les rushs, l'adrénaline que tu prends. Il y a peu de métiers, il y en a plein, mais c'est pas tous en tout cas où tu peux avoir toute cette adrénaline tous les jours. Et tu rentres chez toi, t'es rincé, mais c'était vraiment cool. Et, et il m'a dit, il recrute quelqu'un à la communication dans la boîte où je suis, et ça t'intéresse pas? Je lui ai dit non, pas du tout. Et en fait, il a quand même posé mon CV, et j'ai quand même eu un entretien, hein, et j'y suis quand même allé. Et c'est dans cette Petite boîte-là, intuition quand même sur le fait que ça pouvait être bien. c'est ça, et c'est cette même personne qui m'a recruté en tant que livreur de pizza sur une annonce Le Bon Coin quand j'avais 17 ans, qui m'a fait rentrer dans ce cabinet de conseil, dans laquelle j'ai monté la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui. Ok. Et c'est la même personne qui m'a emmené à chaque fois de. Parce que donc l'histoire, c'est que dans ce cabinet de conseil, tu peux nous expliquer ce qu'est ta boîte aujourd'hui, Ouais. Cinétique, et ce que tu fais, comment ça s'est fait? Je suis dans un cabinet de conseil qui s'appelle Shift Consulting, qui est un cabinet lyonnais, qui était une joint venture avec Devoteam à l'époque.
dans laquelle j'étais chargé de com, responsable IT, bref, je sais tout ce qui était de la com et de l'IT, donc j'étais à la fois le chargé et le responsable, j'avais personne avec moi. Donc, Mais attends, tu savais faire de la com? ouais, j'avais Ok. appris sur le tas, je savais faire du Photoshop, du site web et Ouais, mais t'étais pas, enfin, t'étais quand même pas formé aux enjeux potentiels de la boîte. non. Là, il y a eu de la confiance quand même. Ouais, Ouais, ouais. j'ai Ce qui est com- génial, hein, mais... j'ai complètement planté mon entretien et il allait voir mon ancien patron, il lui dit mais c'est une bille le gars qui m'a présenté ton entretien, il était nul, il est sorti, il était en âge et il était nul. Enfin, ça le fera pas, il lui dit si, prends-le. Bon ok, je te fais confiance. Et du coup il m'a pris. A raison du coup, je pense à posteriori, mais à la base, C'était pas une évidence, quoi. le samedi, je vendais des sandwichs. Je suis parti à 18h ou 19h, je finissais mon job, je vendais des sandwichs le lundi. Je suis arrivé en chemise. On m'a dit voici ton bureau et ta chaise et ton ordi. Et tu veux un café? Alors que moi, les pauses dans la restauration, c'était 30 minutes tout pile, parce que si quelqu'un prend une minute de retard, celui d'après une minute de retard, et celui d'après une minute de retard, et tu commences ton rush en retard. Donc en fait, t'as pas le choix que tout le monde, les collaborateurs regardaient sur leur écran les secondes quand ils devaient revenir pause. Mm. Alors que là, on te propose un café tranquille. À 9h05, tu veux un café? Ok, pourquoi pas. Mais même pas, j'étais, je pense, gêné de dire, j'étais à deux doigts, bah, je vais le faire, je vais le faire. Donc non, c'était assez bizarre. Et donc je faisais la com et l'IT là-bas. Et quelques semaines après que je sois arrivé, on a refait les logos de Shift, qui avait quelques années. Sauf que quand tu refais le logo, bah, tu le changes sur ton site, tu le changes sur tes flyers, sur la porte d'entrée, sur les goodies que tu fais, mais aussi dans tes signatures mail. Et personne n'avait rien à faire mes signatures mail. Tout le monde me disait, ouais, c'est bien, c'est sympa. Donc, tout le monde avait des anciens logos, la bannière de bananier de 5 ans avant. Bref, tout le monde s'en foutait. Et du coup, j'ai fait un tour des solutions qui existaient sur le marché. Je me suis dit, rien de fou. Et ça coûtait, je sais plus, 2000 € pour les 100 collabs que j'avais, quelque chose comme ça, à l'année. Et 2000 €, c'était 20% de mon budget annuel de marketing. Donc, j'étais pas très chaud, mais on a quand même pris une parce qu'il fallait qu'on avance. Et ça devait être en mai, avril, mai. Et j'ai dit, en vrai, ça me fait chier de mettre 20% de mon budget là-dedans. Comment je pourrais faire ça dans mon coin, un petit script, un truc qui tourne. Et c'est comme ça qu'est né Cintiq. J'ai fait un petit outil interne en quelques jours, quelques heures, je pense, moins d'une semaine. Et mon boss est rentré de vacances. Je lui ai dit, ah, bah, j'ai fait ça, on va te donner 2000 €. Il me dit, ah, c'est super cool. Je lui ai dit, ouais, mais je pense qu'on pourrait le vendre à quelqu'un d'autre qui pourrait t'intéresser. Et on l'a vendu à l'expert comptable de la boîte et au commissaire aux comptes et je sais plus qui. Et il m'a dit, bah, fais-moi des slides, fais-moi quelques slides et dis-moi ce que tu veux faire. Et j'ai retrouvé ces slides-là et c'était drôle parce que je disais exactement ce qu'on allait faire. Et finalement, s'y est tenu alors que c'était vraiment un truc fait à l'arrache un soir à 2h Ouais. du mat. Sans penser que ça devienne une boîte, en fait, à ce moment-là. Non, moi j'étais juste en train de. Je savais pas que je serais un produit SaaS. J'étais juste en train de faire un logiciel qui répondait à mon besoin et qui me permettait de mettre à jour mes signatures mail et d'ajouter des bannières en fonction des événements, donc des salons, de la bonne année, des portes ouvertes, des livres blancs, aux bonnes personnes et au bon moment. C'était bête et méchant. Je mettais un outil qui mettait à jour les signatures tous les jours. C'est ce que Cintiq est aujourd'hui. C'est un outil qui permet de gérer les signatures mail des collaborateurs en mettant à jour tous les jours les signatures avec la bonne information et la bonne manière. Et c'était la base de Cintiq. Et mes slides disaient petite équipe, Google Partner, Microsoft Partner, et je sais plus, c'est le quatrième truc que j'ai mis, j'avais 4 cases, et un quatrième truc. Et en fait, 3 ans après, quand on regarde cette slide, on se dit, ah ouais, c'est le même. Et Oui. on a tenu ça, alors que vraiment j'ai fait des slides, je crois que c'était une slide, et du coup je suis allé lui présenter ça. Il me dit, ok, c'est cool, recruter un stagiaire qui est devenu un alternant, qui est devenu un CDI, avec qui pendant un an on a développé l'application. Et au bout d'un an, on a commercialisé Cintiq. On a commencé à commercialiser Cintiq en septembre Parce que 2019. concrètement, c'est un outil qui permet de gérer les boîtes, les signatures Signature mail mail. de toute la boîte, quoi. C'est ça, des boîtes pro sur Google Workspace et Microsoft 365. Ok. Voilà. Très bêtement, le but c'est que le collaborateur n'ait rien à faire et que le responsable marketing ou le DG, il passe 1 à 10 minutes par mois en fonction de la taille de la boîte, ce que tu veux faire. Mais tu crées un petit builder qui crée ta signature mail. Tu dis là c'est un RH, là c'est un sales, là c'est style, là c'est ça. Donc il doit avoir telle bannière. Le bon exemple c'est de dire tu ne vas pas mettre une bannière on recrute à tes commerciaux, tes clients s'en fichent. Et dans l'autre sens, tu ne vas pas mettre une bannière découvrir notre dernier produit à tes RH, tes candidats s'en fichent aussi. Mm. Donc c'est juste de mettre le bon message aux bonnes personnes. C'est du pur marketing, le bon message à la bonne personne au bon moment. Et ça, au moment où tu le crées, ça n'existait pas. En tout cas, pas de la façon dont tu l'imaginais. Bah, j'avais dû faire un Ou trop benchmark. cher. Enfin, j'en sais rien. Ouais, je sais plus ce qui j'avais vu ou pas vu, mais j'ai dû pas faire un benchmark très poussé parce que finalement,
Quelques mois après, on a découvert qu'il y avait 3 concurrents sur le marché français et qu'il en existait au moins 5 de plus dans le monde. C'est un petit acte manqué de ne pas avoir fait la recherche très poussée, non? Franchement, je me souviens avoir trouvé quelques outils, parce que du coup, on en a choisi un qu'on a gardé quelques semaines, quelques Ouais. mois. Mais personne ne m'avait convaincu en disant waouh, c'est un outil génial, ça vaut le coup de mettre cet argent-là. Et dès que j'en essayais un, je me disais ça bug, c'est pourri, il y a un problème, il y a ci, il y a ça. Et je trouvais que pour 2000 euros, donc 20% de mon budget annuel là-dedans, pour un truc qui marchait pas comme je voulais, ça me gonflait. Et ça répondait pas à mon besoin. Ça répondait partiellement à mon besoin, mais jamais totalement. Et je pense que quand on est prêt à mettre cet argent-là, c'est que ça répond à minimum 80% de notre besoin. Et au minimum, ça marche. Mm. Et le support n'était pas hyper actif, et il y avait des bugs, et ci et ça. Et donc Cynitic, c'est là-dessus qu'on s'est bâti par rapport à la concurrence. C'est un support ultra réactif, des fonctionnalités régulières qui fonctionnent, quelque chose qui était simple à utiliser. C'est drôle dans les avis qu'on reçoit, dans les commentaires, etc. Souvent, c'est les 3 mêmes mots-clés qui reviennent, c'est simple, rapide, efficace. Et je trouve que ça, j'espère que ça me caractérise. C'est Et toi, de, non? ouais, et de deux, ça caractérise bien Cynitic. Et surtout, ça caractérise ce qu'on veut apporter à nos clients. Ouais. Parce que quand on utilise un outil comme ça, c'est pour gagner du temps. Du moment qu'on y passe du temps, que ça bug, que ça marche pas, qu'il y a un problème, on a déjà perdu notre pari. Donc ça doit être rapide et efficace. Si tu dois mettre en place des signatures mail et que ça te prend une demi-journée pour mettre ça en place, tu as déjà perdu tout intérêt pour ça. Si je te dis qu'en 15 minutes, tu as mis à jour les signatures mail de toutes tes collabs, tu te dis, ok, ça peut valoir le coup de payer 100, 200, 300 euros pour ça l'année. C'est que Et attends, au moment où tu imagines cet outil, tu es dans une boîte, tu es employé, du coup, on te dit quoi? On te dit en fait, on va faire une boîte dans la boîte? c'est exactement ça, ça s'appelle de l'intrapreneuriat. Mhm. C'est que tu crées ta boîte dans la boîte, donc on te met des ressources à disposition, donc à la fois de la trésorerie, à la fois un DRH que dans une boîte de 0 personnes qui n'existe pas, tu ne peux pas te payer. Mhm. Idem pour un directeur financier, idem pour des banques, idem pour un expert comptable, idem pour tout. Euh, En fait, tu bénéficies d'une boîte qui faisait à l'époque, je sais plus, je dirais une bêtise, 6, 7, 8 millions d'euros. Euh, donc un directeur financier d'une boîte de 8 millions d'euros, une DRH qui gère 100 personnes, bref, tout ça qui sont à ta disposition pour t'aider à réussir. Donc c'est juste trop cool. Et Et donc toi, tu prends des parts de la boîte? c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai racheté des parts de la boîte quelques temps après, mais j'ai Parce qu'au racheté. départ, non, au départ, tu es entrepreneur et en gros, tu portes le projet, quoi. Au départ, j'ai pas conscience de ça déjà, je pense. Ouais. Parce que j'ai jamais fait ça ni pour l'argent, ni pour avoir mon nom sur un cabis, ni pour ça. Je faisais ça parce que ça m'amusait et que ça me faisait rire et que c'était cool et que j'apprenais des choses. Et c'est ça qui faisait que ça marchait et pas autre chose. Et je pense que c'est la grosse différence, c'est qu'on a découvert le mot SaaS au bout de 6 mois. Quand quelqu'un m'a dit, ah, tu peux faire une démo de Cynitic. Dans la tête, je me dis, c'est quoi une démo? Comment on fait ça? Parce que j'avais Shift, c'est du cabinet de conseil, donc tu te déplaces chez un client, un grand compte. Ok, tu fais une presse de 50 slides pour lui vendre une prestation. Moi, je vendais un outil de gestion de signature mail. Mm. Donc j'ai découvert ce que c'était une démo en faisant ma première démo en fait, à quelque chose près. Et notre première démo, c'était même que de la présentation de slides, parce qu'on savait pas faire autre chose et que j'avais jamais, à quelque chose près, vu autre chose. On a vraiment découvert ça, on a découvert les mots MRR, ARR, donc tous ces mots de SaaS, de logiciels, qu'on a découvert après. Donc on y est tellement allé à la fleur au fusil, qu'on a tellement pas réfléchi, qu'on se disait pas qu'on pouvait pas réussir, et surtout qu'on savait même pas ce que ça voulait dire réussir. Tu dis on, mais c'était toi qui portais le truc. Ouais, mais j'avais un alternant en dev, j'avais un alternant en commerce, j'avais un stagiaire en dev, petit à petit. Donc enfin, tout le monde partait du même point. Donc oui, moi, mais surtout, ouais, on était tous au même shift, on n'avait pas conscience de ces. Mais il y a que toi qui as pris des parts. Ouais. Alors vas-y, raconte, comment ça s'est passé? Là, à un moment donné, tu prends quand même conscience que ce serait cool d'avoir des parts de ton projet? Ouais. Et du coup, j'ai racheté des parts, j'ai racheté des parts. Au groupe. Ouais, à Shift, ouais, tout à fait. J'ai racheté des parts à Shift en 2021. Oui. Donc ça fait déjà 3 ans, 2 ans et demi qu'on développait la solution et presque 2 ans qu'on commercialisait. Mais du coup, j'ai racheté mes parts plus cher que ce que ça. Quelque chose qu'on trouve cher parce qu'on l'a créé Mm. et quelque chose qui n'est pas cher parce que le résultat derrière est beau et ça a marché. Mais c'était pas gagné d'avance. Donc sur le moment, tu les rachètes en te disant quand même que c'est cher parce que tu te dis en fait c'est moi qui ai eu l'idée. Alors ça, on m'a permis de le faire avec toutes les ressources qu'on m'a mis à disposition, mais finalement un peu, enfin content de prendre des parts, mais un peu les boules de les payer si cher, quoi. Ouais,
clairement. Mais c'est le jeu aussi. Ouais. Avec du recul, est-ce que je l'ai mérité gratuitement? Probablement pas. Est-ce que je l'ai mérité dès le début? Peut-être. Est-ce que ce serait refaire? Est-ce que je ferais différemment? Non, parce que l'histoire est belle et que ça se finit très bien, tout le monde est heureux et que tout s'est bien passé. Avec le recul, j'aurais pu aussi ne pas acheter, ne refuser de payer, euh, partir et du coup tout couler, Ouais. ou partir et que ça marche sur moi, ou tout acheter et que ça coule derrière. Non, mais en réalité, moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu dis, de toute façon, ça s'est fait comme ça, donc on va pas revenir C'est dessus. ça. Ouais, parce que T'as pris combien de parts? j'ai pris 40% des parts. 40. Et tu dis combien tu les as payés ou pas? D'accord, Non, ok. non. Et du coup, la suite de l'histoire, c'est... Et quelques 2 ans après, on a été approché par le groupe Positive, anciennement Sarbacane, qui est un Ouais, acteur historique lillois qui fait CRM, un outil de newsletter depuis 25 ouais. ans. Maintenant, on vient de fêter les 25 ans, donc depuis 25 ans. Euh, et qui avait levé, je vais dire une bêtise, 110 millions d'euros fin 2022 euh, pour faire de la croissance externe, donc consolider tout ce qui est outils marketing, CRM. En 2022, alors tu vois, j'avais l'impression qu'en 2022, Sarbacane, c'était déjà out. Non, Avec les Mailchimp, enfin, tu vois, non, Ouais, ok. Sarbacane est l'un des seuls outils, pour pas dire le seul outil souverain en France, Ouais, hébergé en France, avec des équipes françaises qui répondent au téléphone. Donc ils ok. ont sûrement plein de choses différentes d'autres outils, mais pour le coup, à prix plutôt équivalent, il y a un support, un accompagnement et surtout tout qui est en France. Donc Ok, c'est assez fou. C'est une grosse PME dans la campagne lilloise, mais qui marche bien, qui fait plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires et qui marche bien ok, qui marche bien et qui a changé de nom. Donc, le groupe Sarbacane est devenu groupe Positive début 2023 après avoir levé 110 millions d'euros pour, sur le marché européen, faire de la croissance externe. ok. Donc vous êtes une Dont, des cibles à ce moment-là. dont on est une des cibles à ce moment-là. En fait, on n'est pas en cible parce qu'on est trop petit en chiffre d'affaires. Vous faisiez quoi comme chiffre d'affaires à ce moment-là? On faisait 500 000 euros. Ok, On est en train de finir l'année à 1 million, je crois. Mais on venait de clôturer à peine 500 000 euros. Donc on est trop petit, on est en dessous de leur cible. C'est un deal qui est compliqué parce qu'on appartient à une boîte. Moi, je suis minoritaire. Bref, tout est compliqué. On n'est pas du tout dans la cible. Et Mathieu, de ce que je crois, de ce que les rumeurs disent, fortement insisté parce il croyait dans le produit. ok. Et je pense qu'on peut dire que ça Et lui a donné. l'équipe un peu, j'imagine Et aussi, l'équipe puisqu'il l'a aussi. gardé. Et l'équipe aussi, c'est ça. Donc là, du coup, il rachète, enfin, 100%. Ouais, Ok. c'est Donc ça. là, t'es plus chez toi. Non. Qu'est-ce que Mais ça te fait à ce moment-là? j'ai jamais été vraiment chez moi. Je pense que la différence à beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent revendre leur boîte, où tu es tout seul, tu as choisi ton comptable, tu as choisi. En fait, j'avais déjà un groupe qui gérait tout ce qui était services généraux, Hmm, sur lesquels je m'appuyais et avec des personnes meilleures que moi sur ce sujet-là, avec lesquelles j'apprenais. Donc, ça m'a pas changé grand-chose. J'ai plutôt aidé à transférer du service financier d'un côté au service financier de l'autre, du service RH initial à l'autre service. Donc, ça m'a pas changé grand-chose parce que on n'avait pas racheté la boîte ou on m'avait pas gardé parce que j'étais bon comptable. hmm. On m'avait gardé parce que je savais exécuter le produit, que je savais où je voulais aller et que je savais ce que je faisais sur mon scope. Et Là, tu savais où tu voulais aller? Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que dans l'histoire, à chaque fois, enfin, je dis pas que tu réfléchis pas au step d'après, mais en gros, tu prends, t'avances. Là, non, tu te projettes quand même dans une vraie vision. ouais, dans tous les cas, on avait dit ensemble que je resterais un certain temps. Ok. Donc dans tous les cas, je savais que en signant ce papier-là, j'étais là pour un temps précis, minimum en tout cas. Donc, maintenant, on est plus loin que ce temps-là, donc c'est très bien, c'est que ça se passe bien. Mais dans tous les cas, je me projetais, je savais que jusqu'à ce jour-là, je devais être là et j'allais le faire bien. Donc là, tu vends toutes tes parts. Ouais, Tu dis pas combien, évidemment. non, Mais là, tu es content je suis de la content. cession, Oui, malgré l'achat un peu cher, entre guillemets, à l'époque. oui, forcément que tu t'y retrouves. Et même au-delà de ça, je sais plus qui m'avait dit ça, mais qui m'a dit que ça serait cool que ça me survive. Et donc, alors, est-ce qu'un outil signature mail me survivra? J'en sais rien, et c'est pas très important. Mais ce qui est cool, c'est que c'est plus grand que toi. C'est plus gros que toi. En soi, oui, tu as du cash, oui, tu découvres plein de choses. Le monde du M&A est plein de surprises. Mais pour autant, c'était juste cool à vivre. Mm. Je pense quand
Ouais, je pense que. Alors, je sais pas si je savais où j'allais, mais je savais que j'avais, dans tous les cas, une échéance à tenir et que je devais le faire le mieux possible. Donc, en soi, alors, je savais pas combien de chiffres d'affaires j'allais faire, je sais pas où j'allais aller, mais on m'a toujours laissé la liberté d'exécuter, ou en tout cas en se mettant d'accord, euh, mais en m'écoutant, où on allait aller et comment on allait y aller, alors, pour ceux du produit, du market, du commerce, etc. On m'a toujours laissé une grande liberté, une grande confiance pour réussir ça. Je suppose que le deal, c'est que tant que ça marche et que c'est OK, là, on continue comme ça, et que le jour où ça marche moins bien ou qu'on n'arrive pas aux objectifs fixés, ça sera différent, probablement. Mais pour autant, ça a toujours bien matché. Est-ce que cette façon d'avancer, où finalement tu... Bon, certes, j'entends, tu as une vision, et là, au moment où tu cèdes la boîte, tu te dis que oui, en fait, vous mettez une deadline, en gros, tu dois rester tant de temps avec tel objectif, etc. Mais de manière générale, il y a un peu ce truc de, ok, je livre des pizzas, finalement, ah bah tiens, il y a une opportunité, on monte une boîte, et puis, enfin, est-ce que ça te protège, entre guillemets, ou est-ce que ça t'expose au contraire, tu vois? Non, je pense que ça me protège, c'est un peu de vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. En fait, tu te poses pas la question de dire est-ce que je fais ça. Tu parlais d'insolent en intro. Non, c'est pas que tu sois insolent, Non, mais mais ce que j'ai compris, c'était qu'en fait, pour des gens qui peut-être ont peur du risque, si tu veux, ça pouvait paraître un peu euh, euh, fou et un petit peu faire un peu un pied de nez à la vie par moment que de se dire, de toute façon, enfin, j'y vais, quoi. ouais, mais Je, si tu dis que le demain, si tu dis ah, si je dis ça, ça va être compliqué, si je fais ça, ça peut être compliqué dans un mois, dans un je an. fais plus rien. Ouais, et en fait, je me suis jamais posé cette question. J'ai toujours la chance d'avoir fait de l'entrepreneuriat, du coup, et du coup d'avoir un salaire. En fait, que je me plante ou que je réussisse, j'avais toujours mon salaire, j'avais toujours mon CDI, et j'avais pas à me faire virer parce que j'avais planté ou pas réussi Cinétique. Et c'est quand même une sacrée force que de se dire, de pas avoir à se dire, est-ce que je vais pouvoir me payer à la fin du mois? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et en fait, tu te poses bien moins de questions. Je vivais pas sur des fonds, j'avais aucune deadline réelle qui me disait que le mois prochain, ça va être la galère, on allait couler. Enfin, là, quand ils te rachètent, à un moment donné, ils te disent, OK, Laurent, tu vas rester tant de temps, tu as tel objectif. Oui, tu as un salaire, mais enfin, si ça va pas, ils te virent quand même. Je pense. Enfin, pardon, je Paul, veux pas Mathieu, Xavier, si vous m'entendez. je suis pas en train de leur donner l'idée, mais non, mais je veux dire, globalement, je trouve que c'est un peu différent d'un contexte salarié. Alors, je pense, si ça va pas, on peut aussi se séparer dans un contexte plus classique, mais je sais pas, enfin, ça me paraît être un peu différent. Enfin, c'est marrant parce que tu te vois comme ça, et puis ça veut dire aussi que tu vois pas la partie capitalistique. Tu as quand même racheté les parts, mais tu te dis pas, tu te dis en fait, c'est bonus, quoi. Ouais, c'est clairement du bonus. Ouais. C'est clairement ça. C'est le deal que j'ai fait avec moi-même quand j'ai racheté. C'est-à-dire que cet argent ne devait jamais me servir à titre perso. En tout cas, dans ma vie de tous les jours. Faire du patrimoine, investir à droite à gauche, oui. Mais ça ne devait jamais impacter ma vie perso ou faire que, j'en sais rien, je vais acheter mes fringues différemment ou je change de montre ou autre. Tu peux changer de montre et acheter des super fringues, Mm. mais fais-le avec ton salaire et avec l'argent que tu as tous les mois. Et que ça ne devait pas m'impacter parce que j'avais pas envie de changer en fait. J'étais très bien avec qui j'étais, où je vivais, comment je m'habillais, qui étaient mes amis. Donc ça ne m'intéressait pas de changer je ne voulais surtout pas changer. Ma peur principale, quelques jours avant, c'était de dire j'ai trop peur de changer. C'est marrant, tu es l'inverse de ce qu'on peut imaginer en cliché de l'entrepreneur, alors que personnellement, enfin, quand on prend le cliché, Hmm. moi, j'adhère pas du tout, tu vois, mais du mec qui est effectivement vraiment extrême, mais tu vois, qui va tout faire pour valoriser son patrimoine, et puis à un moment donné, paf, chouette, il revend sa boîte, et c'est certainement mérité, hein, globalement, ça tombe jamais du ciel, hein, mais alors certains, enfin, moi j'avoue, j'étais comme ça quand j'ai vendu ma boîte, hein, j'ai fait l'écureuil. Je pense pas être dans le cliché justement, mais tu vois, j'ai fait l'écureuil en me disant, ok, ça me permettra pour le coup d'acheter ma résidence principale et de remonter une boîte. Et j'ai des copines qui me disaient à l'époque, ah, mais pourquoi tu vas pas faire du shopping, machin? Bah, parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Alors, je me suis fait un cadeau qui était symbolique. Je sais pas si c'est un truc que tu as fait. Un cadeau symbolique en me disant, ça, c'est un truc que je transmettrai à mes enfants en leur disant que c'est la première boîte que j'ai vendue. Un truc qui me faisait T'as plaisir. acheté Tu vois. quoi? Je me suis offert un petit diamant que je porte, pas aujourd'hui, mais que je porte autour du cou. Et ça me faisait très envie. Et je me suis dit, en fait, ça sera le symbole. Et un jour, j'avais pas encore d'enfant. J'espère en avoir. Et un jour, je transmettrai à mes enfants en leur disant que ça, c'était ce que je me suis offert à ce moment-là. Mais tu vois, c'était pas aller claquer pour m'acheter des sacs à main et des paires de chaussures, quoi. Enfin, après, Non, mais chacun fait comme il veut. Et c'est pas un jugement, mais c'est marrant parce que toi, t'es l'anti ça, quoi. Enfin, pas l'anti moi, mais l'anti cliché du allez, c'est bon, en gros, j'ai réussi. En fait, quand on t'écoute,
t'as même l'impression que le mec a toujours été salarié, a fait son petit truc, l'air de rien, voilà, alors qu'en fait, t'as quand même monté une boîte de ouf. Et encore là, on n'est pas venu à l'actualité de ces derniers temps dont on va pouvoir parler. Mais enfin, moi, je trouve ça dingue. Et c'est cette simplicité que je trouve géniale. Et ça m'intrigue d'où ça vient. Enfin, tu vois, J'essaie de me faire un beau cadeau. J'essaie d'entrer dans un beau magasin de montres. c'est pour ça que tu Je- cherchais une idée. Alors, le diamant autour du non, cou, mais ouais, c'est je vrai que suis ça. rentré dans un beau... Vraiment, quelques semaines après, je suis rentré dans un beau magasin de montres. Je suis rentré dedans, je me suis dit, mais je vais jamais mettre cet argent là-dedans, ça Ouais. ne sert à rien. Alors, moi, j'avoue que c'était un Non kiff mais, absolu, non tu mais vois. peut-être un jour j'achèterai une très belle montre et c'est ok. Mm. Mais sur le moment, je me dis, mais partons en vacances. Ouais, ouais. C'était, je me suis dit, mais non. Enfin, ça m'a, ouais. Et oui, cet argent-là, j'en ai plus ou moins, j'ai fait quelques investissements autres, mais en fait, je m'en suis plus ou moins pas servi. Mm. Ça me, vraiment, ma peur principale, c'est que ça me touche à titre perso. Pourquoi t'as peur de ça? Parce que je pense que j'ai pas du tout envie de tomber dans ce cliché, ni dans ça. Je pense que finalement, si j'étais pas bien dans ma vie perso avant, j'aurais probablement pas, j'en aurais pas été là professionnellement. Donc, ne change pas ta vie perso, quoi. En gros, Ouais, c'est un c'est peu ça. ça. Tout à fait changer quelque chose, je pense pas que peut-être mon argent. Ça va pas. Après, on peut facilement se dire, en fait, je vais m'offrir un peu plus de confort. Tu vois, il y a le matériel et le confort. Enfin, tu vois, alors forcément, parfois, le confort, le matériel et le confort se confondent, mais même ça, t'as pas trop Si, évolué. peut-être que je vais plus au Albocuse que C'est des petits kiffs, quoi. au Lidl d'à côté. Ok. Ouais. Mais donc, si tu vis peut-être mieux, j'ai peut-être un canapé qui est plus confortable. J'ai peut-être. Mm. Si, sûrement. Mais rien qui a fait que j'ai changé fondamentalement. Je suis passé de blanc à noir. Mm. Ouais, mais ok. Bah, ça fait très bien. Je pense, j'espère. Pourquoi changer? C'est ça. Je sais pas, d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même un truc, ça doit monter à la tête aussi de certains, tu vois, avec. Ça vient peut-être combler quelque chose, justement, qui manquait. Quand tu changes, c'est que tu combles un truc. C'est ce que tu dis, ta vie était bien, donc pourquoi tu la changerais, quoi. C'est ça. Si, ça t'amène devant ta boîte, ça t'amène à la tranquillité d'esprit, comme tu dis. T'as fait l'écureuil, t'as assez, tu sais que tu auras toujours un toit au-dessus de la tête Ouais. et plus ou moins de quoi vivre décemment jusqu'à la fin de ta vie. Pas bien. Et un diamant à transmettre. Non mais c'est ça. Tu sais que tu Ça, c'est pas le arriveras. goal d'une vie, hein, mais. En théorie, tu n'auras pas de problème Ouais, bien à sûr. s'il faut t'acheter 100 kilos de riz parce que tu auras toujours de quoi t'acheter 100 kilos de Mm. riz, tu n'auras jamais de galère là-dedans. Et c'est quand même cool d'avoir cette tranquillité d'esprit. Et je pense que ça m'aide dans mon travail à pas être stressé. En fait, je prends pas des décisions en me disant est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, est-ce que ça va être bien, pas bien. En fait, aujourd'hui, si je veux m'arrêter de travailler 6 mois, je peux m'arrêter de travailler 6 mois. C'est pas le but parce que j'aime ce que je fais. Mais j'ai envie de m'amuser et j'ai envie que ça marche. Et j'y vais sans aucune pression, sans aucune appréhension. Si je pense que c'est la bonne chose à faire, même si tout le monde si tout le monde n'est pas d'accord, je défends mon idée. Est-ce que j'aurai raison à la fin? J'en sais rien. Mais en tout cas, je défends mon idée parce que j'ai rien à perdre. Alors que je pense que quand tu es un collaborateur et que tu dis je joue mon job ou ça peut être compliqué, etc., tu dois probablement réfléchir différemment. Tu réfléchis, enfin, c'est sûr, tu réfléchis différemment parce que tu as quelque chose à perdre, que tu vas pas prendre le risque de débattre avec ton responsable, ton chef, parce que bah, si tu te frites avec lui, ça va être compliqué. Moi, c'est ce que j'allais dire, je vais pas me friter avec lui, mais on va débattre. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui me plaît d'ailleurs dans ce groupe, c'est on peut débattre, on peut discuter, on peut changer. Alors, c'est l'un ou l'autre qui a raison, ou les deux, ou la troisième personne, mais on peut débattre. Et j'ai aucune peur et aucune peur d'aller dire ce que je pense et de le faire bien. Mais ça, c'est vraiment la vente de la boîte qui t'a changé? Parce que j'ai pas, quand j'écoute ton discours, j'ai pas l'impression que tu avais très très peur avant, hein. Non, mais je pense que Puisque finalement, tu t'avançais pas à pas, sans te. Enfin, je sais pas. oui, mais avant on était au départ on était dans une, enfin, Cinétique, c'était quelque chose, c'était moi et moi qu'on était, j'étais tout seul, donc en Mm. soi j'allais débattre avec mon boss de l'époque qui me faisait confiance pour monter ce projet. Donc on débattait, forcément c'était le lancement, mais là on est quand même 40 collaborateurs, dans un groupe de 450 collaborateurs. Euh, on a quand même changé de taille d'entreprise, Mm. ou même généralement il y a de la politique qui arrive, il y a des etc. Donc je m'adapte aussi, évidemment, je progresse là-dessus. Mais ça reste que je dis toujours ce que je pense, peut-être avec plus de forme qu'avant. Mais oui, non, ça m'a jamais trop dérangé de dire ce que je pensais pour autant. Mais je pense que je mets plus de forme pour autant. Mais ça, c'est la sagesse qui arrive avec le Peut-être, grand âge. probablement. Et t'as des parts dans cette boîte, non? Dans le groupe, ouais. Dans le groupe. Ouais. Donc ça veut dire que tu cèdes 100% de tes parts, mais quand même tu reprends des parts ou ça se passe plus tard, ça? Bah, t'as plusieurs, ça dépend des formats, il y a tout format qui existe, mais tu peux soit prendre du
cash, Ouais. soit échanger des parts Ouais, contre donc des toi, parts c'est ce que tu as groupes. choisi de faire. Tu as fait une partie en. Enfin, tout. Tu as fait un mix, quoi. Ok. Ouais. Mais direct, dès le départ, tu as pris des parts Mm. du groupe. Donc là, en gros, les gars savent quand même que quand tu fais ça, tu as envie de te projeter. En Ouais. théorie, bah, c'est le modèle de Positive aussi que de garder les entrepreneurs Mm. et de pas tout casser et de plutôt les accompagner à grossir et à grandir. En tout cas, ce qui marchait, il fallait laisser, ce qui marchait pas, il fallait changer, il fallait aider. Parce que pareil, je suis passé d'une échelle, d'une boîte où on faisait 6-7 millions dans le groupe aujourd'hui on fait 60 quelque chose, non, je sais plus. Attends, quand tu as vendu, tu m'as dit que tu faisais 1 million, 500 000, 1 million. Ouais. Et là, vous faites, Non, le vous, groupe, 6, le 7. groupe, le groupe, Le nous, on groupe fait, au global. ouais, nous, on fait 6-7 et le groupe fait 52. Ok. Il y Précisément. a une petite souris qui souffle à ton oreille. T'es sûr? Et, et Je le savais. du coup, en combien de temps vous êtes passé d'1 million à 6, 7? On a fait, nous, x3 en 3 ans, de façon vraiment tout seul, des équipes cinétiques historiques. Et on a fait 2 acquisitions avec le groupe sur le dernier trimestre 2025. Tu peux nous en parler? Ouais, on a. C'est toi qui. D'ailleurs, aujourd'hui, donc, t'es toujours entre guillemets entrepreneur méta départ. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même ta boîte. Enfin, quand je t'ai rencontré, tu es venu nous présenter Cinétique. Enfin, pour moi, c'est ta boîte. Tu te sens chez toi. On te laisse les Ouais, rênes. ouais. Parce On les que. partage. Ouais. On les partage. On les partage. Chacun. Il y a la stratégie. Après, chacun a ses forces, ses faiblesses, a ses connaissances, ses compétences plus poussées que l'autre. Quand quelqu'un est meilleur que toi quelque part, tu vas juste lui demander de l'aide. Tu vas juste lui demander de l'aide en fait. Mm. C'est ça qui est le. Enfin, tu vas pas lui dire c'est moi, donc c'est moi, et donc je vais faire moi parce que c'est moi. S'il est meilleur que toi qui peut t'aider, laisse-le t'aider et ça sera que mieux. En fait, tu es quand même très très humble, ce qui fait beaucoup de bien. Enfin, moi, en tout cas, je te le dis, je le ressens comme ça. Non, mais tu vois, ça va avec ce qu'on se disait, c'est que tu es. Enfin, après, une fois de plus, il y a plein d'entrepreneurs, et heureusement, qui ont à la fois de la simplicité, qui sont humbles, etc. Mais je trouve que toi, c'est extrême, quoi. Moi, j'aurais envie presque de creuser Le pourquoi, le pourquoi, le le comment, psychothérapie. le d'où. Mais je suis pas psy, donc ça marchera pas. Non, mais je trouve ça. Enfin, moi, ça me. C'est peut-être aussi ça, tu vois, qui m'a beaucoup plu quand on s'est rencontrés. C'est à la fois le côté. Bon, en fait, si je caricature, j'étais livreur de pizza et en fait, j'ai revendu une boîte qui fait plusieurs millions et je l'ai fait, pardon, mais sans trop me rendre compte que je le faisais. Oui, bah, c'est un peu ça. Hein. Voilà, ça, moi, je trouve ça incroyable. Et puis cette simplicité, moi, qui m'a beaucoup touchée, parce que justement, ce théâtre, je l'appelle, alors, moi, j'ai passé quelques années en tant qu'entrepreneur à Paris, enfin, j'étais entrepreneur à l'époque. Lyon, je connais encore un peu moins le réseau entrepreneurial et tout, mais à l'époque, je disais, voilà, il y a le théâtre parisien, et tout le monde n'est pas dans ce théâtre-là, mais ce théâtre où, en fait, tout le monde se regarde et se compare à coups de cover de magazines, de montant de levée de fonds. Et bien sûr que quand tu lèves, ça veut quand même dire que tu as une bonne idée, que tu es sur un bon marché, que tu as une bonne équipe. Donc c'est très bien. Mais en fait, c'est que le début de l'aventure. Et en fait, je trouve que ce théâtre, moi, il peut être stimulant, parce que je trouve qu'il peut être inspirant, stimulant. Moi, je vais piocher des petites choses. Et puis, il me fatigue un peu quand même aussi, tu vois, parce qu'il y a un manque de simplicité. Je crois que c'est ça aussi qui m'avait touchée. Mais du coup, c'est intéressant. Enfin, toi, c'est extrême et je me dis qu'il y a quand même un truc à craquer, quoi. Pourquoi? En tout cas, pour que d'autres qui sont dans le théâtre s'en inspirent un petit peu. Ouais, je sais pas, c'était je pense que rester d'une la discrétion, c'est parce que je pense que de base je suis discret, donc il y a une part de ça. Et puis d'avancer sans faire de bruit. Je sais plus, on faisait moins, c'était avant d'être racheté, on faisait moins de 500 000 euros, d'avoir 20 clients, 30 clients, et on a gagné un benchmark, un appel d'offres face à notre concurrent. À l'époque, on était 3, dont 2 alternants. Et on a gagné un appel d'offres qui représentait, je sais pas, 50% de notre chiffre d'affaires, sûrement à l'époque, face à notre concurrent qui venait de lever plusieurs millions. Ils étaient 40, 50 dans la boîte. Et en fait, juste. Alors, pour quelle raison? Je pense qu'on n'était pas cher et qu'on a eu les bons mots au bon moment. Mais on a gagné face à une boîte qui était 10, 12 fois plus grosse que nous et qui faisait, pour le coup, qui existait depuis plusieurs années. Mm. Et on a gagné juste en faisant. Du bon boulot? Ouais, je pense, Non, mais ouais. on était franchement, c'était pas mérité, je pense. Enfin, le produit n'était pas au niveau, mais ça a marché. On vendait des fonctionnalités qu'on n'avait pas et ils ont dit oui, bien sûr, on va avec vous. On les a développées pendant la nuit, mais Ouais. ça marchait. Ouais. En même temps, c'est ça, être entrepreneur. Enfin, pour moi, Oui, Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai oui, appris, non, mais tu vois.
J'avoue, ma première boîte, je suis allée avec un petit flyer en disant je fais ça, ça, ça. Ah d'accord, bah dis, un rendez-vous demain. Ah ok, bon bah attendez, je vais faire en sorte de savoir le faire. Oui, c'est ça, mais Bon, il y a des sujets sur lesquels tu peux pas fonctionner comme ça, mais non. globalement, ouais. Et aujourd'hui, justement, comment tu prends tes décisions? Là, tu dis que tu étais plus serein avec la vente de la boîte, même si, voilà. Mais en termes de risque, comment tu prends tes décisions? Tu es dans une boîte quand même, du coup, tu évolues dans un gros groupe, Mm. assez structuré, j'imagine. Vous avez des objectifs de croissance forts Mm. que vous mettez ensemble. On met ensemble. Et comment toi, enfin, est-ce que tu es confortable déjà là-dedans? Ouais, Ouais, c'est ok. plutôt cool. Je Ouais. pensais pas l'être au départ, et sauf que le groupe a grossi vite. Qu'on est arrivé, on devait être 150, 200 dans le groupe. On a plus que doublé Ouais. avec les acquisitions et la croissance. Mais finalement, ouais, c'est une évolution que j'ai eue. Parce que finalement, tu grandis, ta boîte grandit, le groupe grandit encore plus vite. Il faut que toi, tu grandisses avec les personnes qui sont en toi, que tu les fasses grandir. Donc je pense qu'on a tous grandi en même temps. Après, c'est toujours la même chose, c'est est-ce que tu grandis aussi vite ou de la même façon que où tu es. Et tant que c'est le cas, je pense que tu es à la bonne place. Et puis le jour où c'est plus le cas, bah, c'est pas grave. Tu te sens légitime là aujourd'hui? Ouais, Et quand même en apprentissage sur des sujets sur lesquels? t'apprends surtout. Ouais, tout le temps, j'imagine toute ta vie, sinon Tu, ça tu, t'embête, mais sur je quoi? sais pas, ta finance ou ta compta d'une boîte qui fait 6 millions ou qui fait 500 000, c'est pas pareil. On appartient à un groupe qui a levé des fonds, donc c'est pas non plus la même chose dans ta gestion. Euh, tu manages pas ou tu n'encadres pas ou tu ne recrutes pas des alternants, des juniors quand tu es 4, 5, 6, 7 que quand tu es 40, tu as des process. Je me suis entouré que de personnes qui savaient processer et avaient des process. Parce que c'est pas mon fort et j'aime pas ça. Mais comment tu fais pour recruter tes collaborateurs? Parce que moi, j'ai quand même le sentiment que tu as des valeurs hyper fortes, justement, sur. Enfin, c'est mon impression, hein, des valeurs hyper fortes sur, justement, la- une forme d'attitude. Enfin, tu vois, est-ce que ça, c'est dans tes recrutements hyper important ou. Enfin, ouais, c'est quoi ton. Bah, tu as les hard skills, est-ce que tu sais faire du dev, est-ce Ouais. que tu sais faire ça, c'est quoi ton expérience, tu as fait quoi, etc. Évidemment, on va savoir comment tu produis, euh, mais il y a une énorme partie humaine. C'est c'est assez drôle parce que à la fois, on nous a souvent dit, vous êtes tous des copies-collers, mais vous êtes tous extrêmement différents. Donc en fait, on a tous la même, alors, je sais pas, c'est de l'éducation, on a tous la même façon d'être. Le bon exemple, c'est la personne qui ne débarrasse, qui n'aide pas à vider le lave-vaisselle le matin. Mm. Parce que Un esprit d'équipe hyper c'est fort. ça. Ouais. Ou même de vie en communauté. Ça arrive souvent dans des boîtes, il y a toujours les deux mêmes ou la même personne qui vide le lave-vaisselle. Toujours la même personne, toujours, toujours. Le but, c'est d'avoir tout le monde en collectif. Donc, il y a cette partie très humaine et très. Ouais, dans l'éducation, comme si tu vivais. Je sais pas, c'est pas le bon exemple, mais à l'internat. C'est que tu dois pouvoir vivre en communauté et vivre correctement en communauté et participer à la vie de communauté. Et tu as l'autre partie qui est la force de travail. On veut des personnes avec nous qui soient. On utilise le mot vélocité en entretien. Ça ne veut pas dire des amplitudes horaires démentielles. Ça ne veut pas dire de se tuer la tâche, de plus avoir d'équilibre vie pro, vie perso. Ça veut dire que sur les heures où tu es là, il faut te donner au maximum pour que ça marche comme un rush. En fait, on cherche des personnes qui sont capables de faire des rushs tous les jours euh, pour, euh, pour délivrer le maximum, le mieux possible et surtout le plus vite possible parce que bah, ça va vite et ça doit aller vite. Donc le but, c'est d'avoir des personnes qui délivrent. S'il faut 10 réunions pour s'aligner sur je ne sais trop quoi, on risque pas d'avancer. Mm. Et donc des fois, on prend des décisions très vite, des fois trop vite, ce qui fait que 20% du temps, on se plante, mais 80% du temps, on est plus vite que tous les autres. Mm. Ça te laisse le temps de te planter, quoi. C'est ça. Et ok. Quand toi tu regardes un peu ton parcours avec du recul. Ah non, d'abord tu m'as pas parlé de tes acquisitions. Ouais, on a racheté avec le groupe notre concurrent allemand, le leader allemand qui fait la même chose que nous, donc dans la signature email, qui existait depuis une dizaine d'années, euh, qui faisait à peu près la même taille que nous, Mm. avec qui on a fusionné les équipes. Donc maintenant on est des équipes transverses, qui travaillent à la fois pour l'Allemagne et la France, sur tous les sujets. Vous étiez présent qu'en France, vous, ou déjà un peu à l'international? On avait, j'en sais rien, 15% de nos clients qui étaient hors France, mais là
c'est le leader allemand, hébergé en Allemagne, avec des équipes allemandes, Ok. avec une vraie connaissance du marché, avec qui on a fusionné complètement euh, nos équipes, nos process, etc., en gardant le meilleur des deux, et avec lequel on va faire un seul outil. On transfère tous les clients, on migre tous les clients d'une plateforme à l'autre. Ok. Voilà, et en même temps, Et ça, vous laissez combien de temps pour... on a intégré 100% des outils, donc tout ce qui est interne et les équipes, donc l'organisation managériale et tout ce qui va avec, en 3 mois. Ok. Voilà, on avait Et ça 90 va? jours pour faire. Et les équipes vont bien? On a passé un trimestre chargé, mais il y avait une raison derrière ça, c'est que on a fini ça je sais plus, 1er décembre, c'était un lundi 1er décembre. On a fini ça le vendredi avant, et le lendemain, on a racheté notre concurrent historique en France. Donc en fait, tout le monde disait, mais pourquoi on se presse autant? En fait, la raison pour on se presse autant, c'est qu'intégrer 2 boîtes, donc avoir 3 instances de CRM, 3 instances de paiement, 3 instances de tout ce que Ouais. tu veux à maintenir, c'est l'enfer. Enfin, tu démultiplies 3 sites web, 3 marques, etc. Mm. Donc le but c'était que quand on rachetait la deuxième entreprise, on n'est déjà plus qu'une marque. Ah oui, donc vous avez tout basculé sous Tout. Cinétique. Ouais, Ok, toutes les marques se font absorber. ouais. Et ça, pour les équipes, comment... Parce que mine de rien, quand tu bosses depuis des années sur une marque que tu Complètement. développes, tu crées son identité, tu travailles sa puissance, qu'on te dise alors bonjour, mais du coup vous allez mettre votre travail à la poubelle et vous allez prendre le nôtre. Enfin, j'imagine que c'est pas dit comme ça, mais comment c'est perçu? Bah, déjà, ça a été prévu, ça a été Ouais. discuté avant. Enfin, c'était dans le deal. C'était dans le deal. C'était Oui, voici mais notre. ça c'est le deal avec le boss, mais c'est pas forcément le deal Ouais. avec tous les autres, quoi. La première entreprise, on l'a racheté à un groupe cette entreprise avait déjà été rachetée, les fondateurs étaient déjà partis, et D'accord, elle avait été rendue à un groupe, donc il y avait que les opérationnels qui étaient là. Il y avait, d'accord. donc plus personne, enfin tout le monde est attaché à la marque évidemment parce qu'on la commercialise, qu'on en prend soin tous les jours. Mais il y avait, dans tous les cas, ça avait été communiqué aussi aux opérationnels. Enfin, Ouais. on n'avait pas construit ce projet dans notre coin tout seul. C'était voici les étapes. Si on arrive au bout de ce deal, voici comment ça se passait, voici ce qu'on voit, voici l'objectif. Donc tout le monde était aligné, en tout cas tout avait été communiqué. Et la deuxième boîte, la boîte française, ce sont 2 fondateurs, donc beaucoup eux ils faisaient partie du deal, et 2 collaborateurs qui sont là depuis quelques mois, donc il n'y a pas non plus un attachement. Enfin, Ok. c'est pas aussi dur que si ça fait 15 ans que tu fais tes marketing managers de cette boîte-là. Et les deux fondateurs, ils sont restés? Ouais, ils sont avec nous. Donc cette fois, c'est toi qui intègres les Ouais, fondateurs. Toi, tu as été intégré, mais là, tu les intègres. Comment tu intègres des fondateurs? échange, hein, je pense, Parce que discussion. c'est quand même pas simple. Enfin, pour certains, toi, tu dis que tu as toujours été, t'as toujours été intrapreneur. Mm. À l'inverse, moi perso, qui ai toujours été entrepreneur, quand j'ai intégré le groupe à qui j'ai vendu mon e-commerce, ça s'est bien passé. Mais quand ils m'ont demandé de rester à la fin du deal initial, je leur ai dit, ben, en fait, les gars, c'est super, mais pour moi, ça n'est pas possible, en fait. Bah, c'est un peu comme pour le recrutement, on parlait tout à l'heure de vélocité, etc. Mais on essaie surtout d'être transparent. Voici le manager avec qui tu vas travailler, il travaille comme ça, c'est ça sa faiblesse, c'est ça sa force. Toi, t'es comme ça, ok. D'être le plus transparent possible en disant tous les défauts, toutes les qualités, tout ce qui va, tout ce qui va pas, tout, partout là où les projets sont compliqués, où ça va être compliqué, où on a du retard, où on en avance. Bref, en étant le plus transparent possible. Finalement, tu choisis la marque, la boîte que tu rachètes, etc. Mais tu choisis aussi le fondateur. Si t'as pas de fit humain, tu n'y vas pas. J'étais content dans un groupe positif. L'une des raisons principales, c'était le fit. Mm. Le fit, quand j'ai rentré le PDG du groupe, le fit humain était juste énorme, à la fois sur du produit, sur le marketing, sur la vision de ça. Mm. Et c'était hyper important. Parce que sans ça, c'est effectivement c'est faire de l'argent. Et Mm. c'était pas pour ça que j'avais fait ça. Ouais. Donc évidemment, c'est bien et c'était important, ça fait partie du deal. Euh, mais si le fit humain n'est pas là et que pendant 2 ans tu serres les dents, c'est l'enfer. Donc en fait, c'était des longues discussions avec eux, de leur dire où on en était, comment c'était, et finalement, si ça fitait avec moi, théoriquement, ça devait fitter avec l'ensemble des équipes. Mm. J'ai- Mais eux, aujourd'hui, ils sont pas, entre guillemets, d'un point de vue hiérarchique à ton niveau. Non, Ils sont managers d'équipe. Donc, il Mm. faut qu'eux eux trouvent leur place Ouais. aussi. Ouais. bien sûr. Mm. Bah, Ok. c'est tout récent. Mm. Les premiers retours que j'ai de tout le monde, c'est de dire que ça se passe ultra bien et que Ok. tout le monde est content de travailler ensemble. Mais c'était l'enjeu numéro un, Ils ont fait le choix aussi de vendre leur boîte. Donc, c'est ça. mm. Au-delà d'intégrer les outils, d'intégrer les process, d'intégrer les clients, bref, de merge des marques, ton enjeu numéro un, ton asset numéro un, c'est le RH. Ouais. Parce que bon, les clients, tu les garderas, le chiffre d'affaires restera, ok. Mais l'asset numéro un, c'est les personnes. Si tu perds les personnes, tu perds toute la connaissance qu'ils ont acquis. Et Cintiq, ça.
6 ans, 7 ans, eux sont là depuis plus de 10 ans sur ce marché. Ouais, Ils ont une vraie connaissance du marché. intéressant. Et du coup, et si on prend un peu de hauteur et que tu regardes un peu ton parcours, qu'est-ce que toi, tu dirais sur les chemins qu'on pense possibles ou impossibles? Je trouve quand même que soit on est, entre guillemets, dans un espèce de cadre. Alors c'est débile ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'y a pas de cadre ou de pas cadre, mais la réalité, c'est que tu as quand même des gens qui montent des boîtes, enfin, un peu comme moi, hein, c'est cliché, mais école de commerce, je monte une boîte. Enfin, tu vois, clairement, on m'a donné des outils, je suis allée les chercher aussi, hein, c'est pas tombé du ciel de rentrer en école, mais dans l'absolu, bon, j'ai fait un parcours assez classique, tu vois. Et puis, bah, toi, c'est pas ton cas, le parcours était différent. Et je trouve que, enfin, ouais, c'est des trajectoires qui sont tout à fait différentes. Qu'est-ce qu'on surestime dans des trajectoires classiques, selon toi? Parce que ouais. Ce qu'on surestime notre trajectoire, c'est compliqué comme question. Bah, enfin, non, je vais pas répondre à ta place. Enfin, j'ai Non, une vision du truc, mais je sais pas toi comment tu le perçois. on se base souvent sur les logos, les CV, on est ex-ci, ex-ça, on a Mm. fait telle école. Et c'est des bonnes écoles et c'est des belles entreprises pour apprendre. Mais déjà, c'est pas parce que quelqu'un a réussi à le faire ou l'a fait il y a 5 ans, 10 ans qu'il va réussir à le refaire. Tu as des moments de vie où Mm. tu es prêt à donner 100% de ta vie, rentrer un peu fatigué le soir. Des moments où tu veux juste arriver, partir du boulot et être en pleine forme, au contraire, après savoir recharger tes batteries au boulot. C'est des moments de vie, et il y a des boîtes pour tout le monde et des postes pour tout le monde. Donc je pense il y a déjà de ça, il faut juger sur ce que les gens font plutôt que ce qu'ils montrent, paraissent, mettent sur leur profil LinkedIn. Mm. Oui, alors ça, oui. Voilà, Particulièrement peut-être sur voilà. LinkedIn. Ou sur leur Enfin, il y a CV, enfin, oui. Le profil est une chose, les postes en sont ou une ce qu'ils autre. te racontent sur les super projets qu'ils ont fait. Et en fait, quand tu creuses, Ouais. voilà. Donc je pense, et puis il faut laisser sa chance. Je pense que 80% de signifie qu'il y a moins de 28 ans. Et pourtant, ils se donnent tous. Et j'ai des gens que j'ai vu progresser extrêmement vite, qui arrivaient, j'en ai un qui était développeur, euh, avec un alternant, aujourd'hui il a une équipe de 10 personnes, et tu demandes maître, il gère ça, et il gère 3 produits, 10 personnes dans 3 pays différents. Et là, j'ai dit une bêtise, 7 ans, 28 ans. Comment tu sens les gens? Lui, je l'ai pas senti, j'ai fait un entretien avec, j'ai fait un entretien avec lui, je l'ai refusé. Il dit, bah, en fait, non. Et un an après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, on pourrait aller boire une bière. Bah, tu l'as senti. Il y a quand même un truc un an après qui t'a fait dire, ok, en fait, je suis passé à côté de quelqu'un. Bah, l'autre personne que j'avais pris est partie. Donc, Ok. non, Ok, mais tu non, l'as non, quand même rappelé. Tu aurais pu retrouver quelqu'un d'autre. je suis d'accord. J'ai mis un petit moment avant de le rappeler, et il y avait une notion d'ego. Mais c'est surtout, ouais, non, non, je pense on s'est retrouvés à boire un verre, et ça marchait, ça matchait plutôt bien. Mais ouais, mais comment tu sens, tu vois, un entretien, toi? Tu disais qu'en gros, oui, il y a les compétences, mais qu'il y a tout le reste, là. Si je pouvais me C'est... passer d'entretien et juste aller manger ou boire un verre avec quelqu'un ou me balader, je pense que je le ferais. Parce que c'est là que tu vois bah, la personne qui va ranger sa tasse dans la vaisselle ou Mm. te filer un coup de main, j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien, Ouais, te proposer de l'aide, ouais, quoi, déjà. Oui. pour monter un meuble parce que j'ai pas Mm. reçu des nouveaux trucs et que tu veux monter un meuble. Tu vas voir qui va participer, qui va pas participer. Et déjà, rien qu'avec ça, tu es assez capable de savoir s'il va rester dans son coin à faire son job ou il va être là pour aider, participer à un projet. Mm. Parce que finalement, vendre des signatures mail, c'est pas non plus. C'est que des signatures mail. C'est pas très, c'est pas très sexy comme. Mais le projet qui est autour et le projet groupe qui est autour, ça c'est cool. Mais il faut des personnes qui fassent partie de ce projet. Sans ça, si tu es là juste pour prendre ton salaire et faire ce que tu as à faire, alors d'une, tu vas t'ennuyer, de deux, tu vas pas performer, et de trois, la boîte va pas performer. Et de quatre, tu seras pas dans la culture. Donc en fait, tout ça fait que finalement, les personnes qui ne matchent pas avec ça, ça arrive qu'on se trompe, mais les personnes qui ne matchent pas avec ça, généralement, soit elles partent, soit elles partent. De la- mais de leur propre, même Tu les fais partir, s'il faut, souvent de leur propre si initiative. ça matche pas là-dessus. Si, Ouais. ouais, bah, le PRDC est fait pour ça marche dans les deux sens Mm. et pour tout le monde, mais généralement, d'eux-mêmes ne se sentent pas à sa place. Et c'est pas grave, c'est pas des gens mauvais, pas bien. C'est juste pas la bonne personne au bon moment, dans la taille de boîte, dans ce qu'on est en train de construire et de créer. Mais c'est pas grave, c'est généralement des bonnes personnes. Mm. On s'est vraiment trompé sur les personnes, c'est plutôt de dire est-ce que c'est le bon moment dans leur vie, que ce soit ça pour elles et pour nous. Donc c'est pas grave. Ok. J'ai une question qui est hyper cliché. C'est la première fois que je vais la poser, mais en même temps, je trouve qu'elle te colle bien. Toi, si tu devais parler à Laurent qui livre des pizzas à 18 ans, c'est un peu cliché, mais ça m'intéresserait de savoir ce que tu lui dirais.
pense que déjà, je m'écouterais pas moi-même. Je m'écouterais pas, même si je me disais, je dirais, ouais, bah, si tu dis ça, bah, je fais le contraire. Je pense que je m'écouterais pas. Et je pense que j'étais la fleur au fusil, vraiment, sans trop réfléchir à ce que ça voulait dire de quitter ses études et d'aller livrer des pizzas, ni l'impact que ça pourrait avoir si je restais toute ma vie cantonné à ça, et puis c'est pas forcément une mauvaise vie. Mais je pense que je m'écouterais juste pas et que je me suis jamais trop stressé par ça. Je me suis toujours dit que j'étais assez débrouillard pour m'en sortir et trouver le moyen de. Donc je pense que, ouais, je me dirais juste, tu vas trouver le moyen de. Quel moyen, j'en sais rien. Comment, j'en sais rien. Et ça passera. Parce qu'on peut se dire que c'est une notion de coïncidence. Et le gars qui m'a recruté sur le bon coin en tant que livreur de pizza m'a fait passer manager par une coïncidence que quelqu'un s'est cassé la gueule ce jour-là et du coup était un accident du travail. Et Ah, toi, tu que penses que ta vie, c'est une histoire ça de peut être, coïncidence. on peut le voir comme ça peut être des coïncidences. J'adore. Ou ça peut juste être, j'en sais rien. Et le gars qui m'a fait, ce même gars-là qui m'a fait rentrer dans un cabinet de conseil dans lequel j'ai monté Cintiq, ça peut être des coïncidences. Ou ça peut être, bref. Du coup, je pense juste, ouais, je suis pas stressé. Et si un jour, je me suis toujours dit que si un jour je devais aller retravailler dans la restauration, dans la grande industrie, dans quoi que ce soit, j'irais franchement sans me poser trop de questions et ça me stresse pas. Trop, je me dis vraiment, si j'ai plus de job, j'ai plus d'argent, j'ai besoin de travailler. Franchement, je suis la première pizzeria qui passe, je sais toujours faire de la pizza. Enfin, ça me stresse pas plus que ça, ça me stresse pas, ouais. Je suis pas stressé par ça. Je pense que ça aide aussi d'avoir vendu une fois sa boîte. Mais je suis pas stressé. Finalement, j'ai jamais été stressé par ça non plus. Donc, Je comptais conclure là-dessus, mais je vais pas y arriver. Du coup, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que tu te mets pas de pression sur l'objectif entre guillemets, tu vois? T'es pas stressé parce que finalement tu te dis je retomberai toujours sur mes pattes. Il y a une forme de confiance peut-être en toi ou en la vie. mm. Et enfin moi j'ai l'impression qu'il y a ça avec peut-être. Enfin je sais pas c'est quoi ton rapport à est-ce qu'on va qualifier de réussite par exemple? Je sais pas, pour moi, c'est pas une réussite. Enfin, c'est une réussite professionnelle, on peut se dire que c'est super, c'est Ouais. génial. Mais c'est pas une fin en soi en fait. Non, c'est Ouais. ça, pour moi, c'est que du travail. Donc, c'est trop cool, et j'adore le travail, j'y passe énormément de temps, et c'est cool. Mm. Mais pourtant, c'est que du travail. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Si ça peut continuer, c'est génial parce que j'adore ce que je fais. Mm. C'est pas grave, c'est que du job, c'est que du travail. Et je pense que c'est pas. Ouais, ça reste que du travail. Et donc, si tu le vis que comme du travail, en théorie, je dis pas que des fois, ça me prend pas la tête la nuit, le soir, et que j'y pense pas le week-end, mais ça reste que du travail. Et que c'est Mm. pas très grave, c'est pas ça qui fera. Dans, je sais pas, si un jour j'ai 80 ans, je me dirais pas, ah là là, super, j'ai vendu une signature mail. Je dirais, c'est trop cool, j'ai eu un projet, j'ai mené ça, on a fait ça, on est allé à ça. Mais le sujet, c'est juste ce que tu as vécu, les gens que tu as rencontrés. Ce qui est trop cool de voir les personnes autour de toi progresser, grandir et la boîte grandir en même temps. Mm. Et toi-même en même temps. Si tu fais ton job pour l'argent, je pense que tu y arriveras moins bien que si tu le fais pour. Finalement, tu le fais pour les gens, tu le feras en même temps pour la boîte. Et donc, en fait, tout le monde y gagnera. Ok. Bon bah merci Laurent. Merci. C'était pas si horrible pour un premier podcast. Alors moi, pendant la conversation, j'ai noté que Laurent nous avait dit qu'il voulait s'amuser, faire rire et apprendre des choses. Et je lui souhaite de garder ça. Je nous souhaite aussi d'avoir ça, parce que je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et ce qui m'a profondément touchée chez lui, c'est le respect immense qu'il porte aux autres. Et puis à la vie en général, d'une certaine manière. Et il y a chez lui quelque chose de presque extrême, vous l'avez compris, j'ai essayé d'ailleurs de le creuser, le pourquoi, mais quelque chose d'extrême dans son humilité, sa simplicité, qui moi me touche beaucoup, parce que je crois que ça nous ramène à une forme de réalité très saine, très humaine, et qui personnellement me rassure beaucoup. J'ai noté, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais qui parlait de coïncidence dans son parcours, et j'y vois surtout une vraie force de travail, une vraie capacité d'exécution, et quelque chose qui m'amène à réfléchir, qui est cette forme de vision sans pression, cette manière d'avancer sans finalement se figer dans une image de ce qu'il faudrait être, mais d'avancer pas à pas sans se poser trop de questions. Et je crois sincèrement que s'il y avait plus d'entrepreneurs comme lui, qui soient à la fois évidemment exigeants, mais simples, respectueux, très libres intérieurement, le monde irait probablement mieux. Non pas parce qu'il y aurait plus d'entrepreneurs, mais parce qu'il y aurait d'autres façons d'entreprendre. Et c'est exactement pour ça que j'avais envie de vous partager cette conversation. Donc merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et n'hésitez pas évidemment à suivre Take Off sur votre plateforme d'écoute pour être informé des prochains épisodes et des prochaines conversations. À très bientôt.